Bienvenue dans le podcast MDB Academy, le podcast 100% dédié à l'activité de marchand de biens immobilier. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens, investisseur et entrepreneur et j'ai fondé la MDB Academy, organisme de formation numéro 1 en France pour la formation des marchands de biens. Dans ce podcast, je vais vous partager des conseils pratiques et actionnables qui vous permettront de progresser en tant que professionnel, d'optimiser vos opérations et augmenter vos marges. Donc dans ce podcast, il y aura absolument zéro bullshit et l'idée c'est qu'on puisse tous progresser ensemble en tant qu'entrepreneur et en tant qu'individu. Et ce podcast, il se veut collaboratif, donc s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement, je vous invite à me les marquer en commentaire. Qu'est-ce qui fait la différence entre une opération de marchand de biens réussie et une opération qui est complètement ratée ? C'est ce que nous allons apprendre dans cet épisode et voici les points les plus importants avec lesquels vous allez pouvoir repartir. Déjà, vous apprendrez à éviter les erreurs les plus communes que les marchands de biens font et réalisent sur leurs opérations. Ensuite, je vous apprendrai à ne vous lancer que sur des opérations qui sont véritablement rentables, à arrêter de perdre votre temps sur des opérations à la con, des opérations qui ne vous rapportent pas suffisamment. Vous apprendrez aussi à optimiser les marges et la rentabilité de vos opérations, parce qu'on sait que le plus dur souvent, c'est de trouver le dossier un peu intéressant, d'aller trouver des vendeurs qui sont prêts à négocier, et je vous donnerai quelques clés aujourd'hui pour pouvoir optimiser et maximiser la marge sur ces dossiers. L'idée aussi, c'est de vous apprendre à éviter d'exploser en vol, parce que ça, on a tous vécu les situations dans lesquelles on se fatigue, que ce soit sur les stades de la prospection ou sur les stades en fait de l'exécution de l'opération, où en fait on se fatigue, on se crève et on finit complètement sur les rotules. Et l'idée, c'est que dans cet épisode, je vous donne des conseils pratiques qui soient actionnables dès maintenant. C'est-à-dire que vous puissiez partir d'ici avec un vrai plan d'action concret. Si vous êtes tout nouveau, si vous ne nous connaissez pas, et maintenant c'est le tout premier épisode de ce podcast spécialement dédié à l'activité de marchand de biens. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens, je réalise des opérations d'achat-revente depuis 2013, je suis investisseur et entrepreneur et j'ai fondé la MDB Academy, un organisme de formation spécialement dédié à l'activité de marchand de biens. Nous sommes numéro 1 en France pour la formation des marchands et dans ce podcast, je vais vous donner des conseils pratiques, des conseils actionnables, pas de bullshit, pas de conneries, pas de perte de temps. Je vous donnerai des anecdotes immobilières réelles pour que vous puissiez progresser, optimiser vos opérations et augmenter vos rentabilités. Alors ce podcast, je veux qu'il soit aussi collaboratif. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires de ce podcast, que vous l'écoutiez sur Spotify, Apple Podcast, sur Deezer, je ne sais pas, n'importe où. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires les sujets qui vous intéressent le plus, les questions qui vous taraudent, et je ferai en sorte de les traiter dans les meilleurs délais. Alors déjà, qu'est-ce qui fait la différence? On attaque là, on attaque dans le dur du sujet de ce podcast. Qu'est-ce qui fait la différence entre une opération qui est réussie et une opération qui est complètement foirée? Déjà, la toute première étape sur laquelle il faut véritablement consacrer du temps, c'est l'étude de faisabilité. C'est-à-dire que vous avez regardé des annonces, vous avez appelé les agents IMO et vous allez visiter, et là le bien vous paraît potentiellement intéressant. Que ce soit une rénovation, une division, alors ça peut être une division de bâti, une division de terrain, peu importe, un changement de destination. Et là vous dites, ok, le truc est potentiellement intéressant. Et c'est là où en fait il commence à y avoir une véritable différence entre le touriste, le marchand de biens complètement wannabe, le gros néophyte du dimanche, et le marchand de biens qui est un véritable professionnel. Parce que le pro, lui, va se lancer dans une étude de faisabilité qui est structurée et qui est complète. Et assez souvent, vous l'avez certainement déjà vécu, vous l'avez peut-être certainement déjà rencontré et entendu la phrase classique des agents IMO qui vous disent « Le bien a énormément de potentiel, on peut faire ceci, on peut faire cela ». Souvent, les agents IMO, ils ont des super idées sur la faisabilité, enfin en tout cas le potentiel d'un bien, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile ou c'est cher de mettre en place cette fameuse transformation. Alors, il y a plusieurs niveaux d'études de faisabilité qu'il faut faire dans une opération de marchand de biens, mais à mes yeux, la toute première étude qu'il faut faire, c'est l'étude de faisabilité réglementaire. C'est quoi l'étude de faisabilité réglementaire? C'est tout ce qui va en fait concerner les questions juridiques qui sont relatives à l'opération potentielle que vous êtes en train d'étudier. À savoir,
le plus gros truc, c'est en général les sujets d'urbanisme. Donc ça, l'urbanisme, c'est du droit public. Et le sujet du droit public, là, c'est, il y a la loi qui est rédigée, hein, le texte de loi, tout simplement. Il y a un ensemble de règles auxquelles vous êtes soumis lorsque vous voulez réaliser certaines opérations immobilières. Donc il faut savoir déjà à quelles règles vous êtes soumis. Donc il faut savoir où est-ce que vous allez les chercher. Et une fois que vous avez tout ça, il faut aller les lire et voir si ce que vous envisagiez était effectivement réalisable. Parce que souvent, le constat, c'est qu'il y a un énorme gap entre la théorie de ce qu'il est potentiellement envisageable de réaliser et la réalité concrète et juridique de ce que vous avez le droit de faire. Et il y a souvent une grosse, grosse différence entre ces deux trucs. Par conséquent, la toute première chose qu'il faut regarder si jamais vous êtes concerné par une autorisation d'urbanisme, une demande d'autorisation d'urbanisme, c'est est-ce que le projet que vous envisagez, il est légal? Alors, si vous faites une rénovation intérieure, il n'y a pas trop de sujets, il n'y a même pas de sujet du tout, en général. Je dis bien en général parce qu'il y a quand même toujours des petites exceptions. Mais si par exemple vous envisagez de diviser un terrain à bâtir, ou que vous envisagez de réaliser une extension, ou de, je sais pas, ce genre d'opération-là, ou un changement de destination, il va falloir regarder au niveau du texte de loi si cette opération-là, elle est légalement envisageable. Attention, si vous lisez le texte le PLU par exemple, le plan local d'urbanisme, et que vous constatez que effectivement l'opération que vous envisagez n'est pas interdite, cela ne signifie pas pour autant qu'elle sera autorisée. Ça, c'est un concept avec lequel beaucoup de néo-marchands de biens ont des difficultés. Ils n'arrivent pas toujours à comprendre pourquoi, si c'est pas interdit dans le PLU, c'est pas forcément autorisé. Ça, après, on rentre dans des considérations qui sont parfois politiques, dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant parce que ça me prendrait un petit quart d'heure de développer tout ça et on n'en est pas là. Donc l'étude de faisabilité, elle commence par l'étude de faisabilité réglementaire au niveau du droit public, c'est-à-dire majoritairement de l'urbanisme. Vous regardez ce que disent les documents d'urbanisme et aussi il faut voir si vous êtes concerné par des documents de droit privé. C'est quoi ces documents de droit privé? Ça peut être un règlement de copropriété, si le bien que vous êtes en train d'étudier, il est situé dans une copropriété. Ça peut être un règlement de lotissement, un cahier des charges de lotissement. Ça peut être aussi ce qu'on rencontre assez fréquemment, des textes de servitude. C'est des textes de servitude qui vont tout simplement impacter la faisabilité de certains travaux, de certaines opérations sur les biens immobiliers. Et parfois, c'est complètement bloquant. Donc, il ne faut pas, à ce stade, faire une étude à l'arrache et se dire « ouais, non, mais c'est bon, ça va le faire ». Non, non, non. Il faut vraiment bien regarder tous ces points-là, parce qu'en fait, c'est déterminant sur ce que vous pouvez faire du bien ou ce que vous ne pouvez pas en faire. Donc ça ne sert à rien d'aller plus loin, de commencer à faire des calculs, parce que tant que vous ne savez pas ce que vous avez le droit de faire, vous ne savez pas en quoi vous pouvez transformer le bien, vous n'allez pas savoir le prix que vous pouvez en tirer. Ça me paraît absolument évident. D'abord, vous regardez la faisabilité réglementaire. Une fois que vous savez ce que vous avez le droit de faire, vous pouvez commencer à regarder la faisabilité technique de l'opération. Parce que parfois, on se dit « Ah ouais, tiens, chouette, là j'ai un appart de 200 mètres carrés, je pourrais le subdiviser en 3 ou 4 petits appartements et les revendre à la découpe et ce serait super rentable. » Sauf qu'il y a des contraintes techniques parfois qui se posent à nous et qui font que on peut tout simplement pas diviser. Ça n'est pas possible. Parce que les évacuations ne sont pas situées au bon endroit, parce qu'on n'a pas suffisamment de hauteur, etc. Bon, bref, il y a plein de petits points techniques comme cela. Et donc, parfois, ça n'est pas du tout faisable, ou parfois c'est faisable, mais ça va coûter extrêmement cher. Et ça, il faut bien le prendre en considération, ce côté technique de la faisabilité ou de l'infaisabilité, puisque c'est après avoir regardé ça qu'on va aller se pencher sur l'aspect commercial de la faisabilité de l'opération. Donc là, vous avez regardé le côté réglementaire, ce que vous aviez le droit de faire, vous avez regardé d'un côté technique ce qu'il était possible de faire ou à quelles conditions vous pouviez le faire, et maintenant vous allez pouvoir vous pencher sur la faisabilité commerciale de l'opération. C'est quoi la faisabilité commerciale? C'est de se dire, en gros, est-ce que c'est rentable? Donc là, vous allez commencer à regarder quel type de lot vous pouvez créer, à combien ça peut potentiellement se vendre. Donc là, très bien, vous obtenez un chiffre d'affaires prévisionnel de l'opération. Ensuite, vous allez chiffrer tous les frais qui sont inhérents à l'opération.
On vous dit, bah, je sais pas, j'ai des frais de trucs, des frais financiers, des frais de travaux, des frais d'acquisition, bref, tous les frais qui sont inhérents à une opération de marchand de biens. Et ensuite, vous allez additionner à tout ça le prix qui est actuellement demandé par les vendeurs. Et donc là, ça va vous sortir une marge qui peut être négative parfois, qui peut être nulle ou qui peut être positive. Dans tous les cas, en général, il est assez rare, euh, juste en prenant le prix demandé par les vendeurs, qu'on arrive à une marge qui soit intéressante et suffisante et qu'on n'ait pas besoin de négocier. Ça arrive, mais c'est globalement plutôt rare. Et donc, en fait, là, il va falloir prendre le prix de vente comme variable d'ajustement et se dire, bah, quelle marge je souhaite obtenir, quelle marge et quelle rentabilité je souhaite obtenir. Et en fonction de ça, vous allez dire, bah, ok, il faut que je baisse le prix de 100 000 euros, de 150 000 euros, je ne sais pas, bref, il faut que je baisse le prix de X euros pour que ce soit rentable. Donc là, en fait, ce qu'on vient de clôturer, c'est le premier point des trucs le premier point essentiel qui fait la différence entre une opération qui est réussie et une opération qui est ratée, c'est l'étude de faisabilité. Donc là, en fait, vous venez de terminer la première grosse étape qui est critique lorsque vous voulez lancer une opération de marchand de biens, c'est vérifier ce que vous avez le droit de faire, comment vous pouvez le faire et à quel prix vous devez acheter pour que ça soit rentable. Et encore, tout ça, c'est théorique et il faut bien prendre en considération le fait que votre marge définitive, une fois que vous aurez revendu le dernier des lots, elle a cette fâcheuse tendance à fondre comme neige au soleil et au final, vous aurez une marge et une rentabilité qui sont un petit peu inférieures à ce que vous aviez prévu. Donc prenez un petit peu de marge. Une fois que vous avez passé cette première étape avec brio et que vous avez fait les choses bien comme il faut, vous allez passer au stade de la négociation. Donc là, le stade de la négociation, il peut être plus ou moins rapide, il peut être plus ou moins long, ça va dépendre d'énormément de facteurs. Là, la négo, c'est vraiment le truc qu'il faut réaliser de manière préparée, de manière sérieuse, puisque ça va être déterminant pour toute la suite. S'il y a des choses que vous oubliez de négocier à ce stade, ça va être très difficile de revenir à la charge une fois que vous aurez obtenu un accord, même si c'est juste un accord verbal. Donc à ce stade, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord préparer votre négociation. Une bonne négociation, c'est avant tout une négociation que vous aurez préparée en amont. Donc il faut là bien prendre le temps de se poser et de lister toutes les choses que vous allez vouloir demander à vos vendeurs. Alors, souvent les gens pensent au prix. Ils se disent: «Ah ouais, il faut que je négocie bien le prix et cetera, il faut», et dans leur tête, ils insistent vraiment sur le prix. Mais ça, c'est un réflexe un petit peu de débutant. Je le dis pas méchamment, parce que souvent il y a une crispation des personnes qui débutent autour des sujets d'argent et autour des sujets du prix et de la marge et de la renta et cetera. Ce qui fait qu'ils laissent un petit peu de côté certains aspects de l'opération qui pourtant sont, heu, très importants, voire fondamentaux. Et tout ça, il faut le lister. Alors tout ça, ça s'apprend, il y a tous les points qu'il faut vraiment, négocier, heu, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc ne vous focalisez pas juste sur le prix. Il y a toutes les conditions que vous devez, demander et qui vont faire en sorte, en fait, que votre opération, elle se passe de la manière la plus sereine possible, mais aussi la manière la plus sécurisée. Et en fait, c'est véritablement l'ensemble des conditions suspensives que vous allez mettre dans la future promesse de vente, donc là, à ce stade, dans votre offre d'achat, qui va conditionner, en fait, la sérénité dans laquelle vous allez pouvoir faire votre opération, le niveau de sécurité que vous allez obtenir. Et c'est là aussi où je vous dis, il ne faut pas juste se crisper sur le prix. Et parfois, il peut être intéressant, dans une opération de marchand de biens, de lâcher un petit peu de lest sur le prix pour pouvoir aller négocier des conditions suspensives qui vont vous sécuriser, donc qui vont énormément vous rassurer, vous ou vos futurs financeurs, mais également vous permettre de réaliser l'opération avec beaucoup plus de sérénité. Et un des points les plus importants sur lesquels on n'arrête pas de revenir, que ce soit dans nos formations, dans nos programmes d'accompagnement, c'est le sujet des délais. Si vous avez déjà réalisé des opérations de marchand de biens, vous avez certainement déjà réalisé que les délais jouent toujours contre nous en tant que professionnels de l'immobilier, que le sujet des délais, il est absolument omniprésent et que rien ne se passe jamais comme prévu en termes de chronologie. Il faut prendre conscience du fait qu'il y a énormément de pièges à temps, A apostrophe espace temps TEMPS,
dans vos opérations de marchand de biens et qu'en général, l'opération va être beaucoup plus longue que ce que vous aviez prévu. Même pour des marchands de biens aguerris, les opérations durent en général plus de temps que prévu. Les pièges à temps les plus classiques se trouvent bien sûr dans les sujets réglementaires, les sujets des obtentions d'autorisation d'urbanisme. C'est là où en général on perd un temps absolument considérable. Mais il y a aussi des sujets autour de la question du financement, qui peut être beaucoup plus long à trouver, qui peut être beaucoup plus long à trouver que ce que les gens avaient prévu. Il y a des délais autour de la sélection des artisans, de la réalisation des travaux. En bref, le sujet des délais, il est véritablement omniprésent. Et la bonne anticipation des délais va aussi conditionner le fait que votre opération soit réussie ou ratée. Parce que je vous rappelle que le sujet du podcast, c'est comment éviter globalement, enfin ce qui fait la différence entre une opération réussie et une opération ratée. Mais en gros, comment plutôt faire des opérations réussies. L'anticipation des délais, je vous le dis, les amis, c'est véritablement un point clé, un point capital dans votre organisation de marchand de biens. Vous devez savoir où se trouvent les plus gros pièges à temps en termes de délai, les anticiper et faire en sorte d'avoir bien prévu les conditions nécessaires pour vous protéger un maximum et pour pas vous retrouver en fait sous une pression énorme. Parce que ça, je vous le dis, j'en vois tous les jours dans, par exemple, les solutions de financement qu'on a mises en place pour les marchands de biens. Tous les jours, des gens qui viennent nous voir et qui sont dans un stress maximal parce qu'ils n'ont pas bien anticipé leur délai sur l'obtention du financement. Ils viennent nous voir 3-4 semaines avant la date de réitération et ils sont complètement dans la merde et ils se disent « Oh là là, mais il faut que je trouve une solution ». Ça, les gars, il faut l'anticiper, sinon vous allez passer des nuits très agitées. Un autre point sur lequel il faut faire super attention et qui va conditionner le fait que votre opération soit plus ou moins réussie ou ratée, c'est le sujet des vendeurs et le sujet des acquéreurs. Et là, il y a un vrai sujet parce que quand on dit une opération réussie ou ratée, il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «OK, une opération rentable ou pas rentable». Alors qu'en réalité, une opération réussie, ça peut être aussi une opération, qui a pas crevé les plafonds en termes de score, mais qui par contre a été super agréable, qui a été plaisante, qui s'est bien passée dans de bonnes conditions et avec des parties en présence qui sont au final satisfaites lorsque l'opération se clôture. Eh bien, le fait que vous ayez des vendeurs qui soient plutôt coopératifs est un point déterminant. Et ça, j'ai des exemples et des contre-exemples. J'ai fait des opérations avec des vendeurs qui étaient super sympas, qui étaient détendus, il n'y avait pas de soucis, et quand on avait besoin de faire des modifications et quand on avait besoin de rallonger un peu les délais parce que la mairie faisait pas son job, ils étaient détendus, quoi. Et en gros, ça se passait vraiment correctement. Et à contrario, on a fait des opérations avec des vendeurs qui étaient des maboules, des barjots et des emmerdeurs finis. Et l'opération s'est déroulée en conséquence. Parce que la donnée, la donnée constante que nous avons sur nos opérations de marchand de biens, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, que ce soit sur l'investissement immobilier, que ce soit sur les opérations de marchand, absolument rien ne se passe jamais comme prévu. Et par conséquent, lorsque vous allez venir voir vos vendeurs et vous allez leur dire j'ai pas mon financement, ou alors il faut que vous attendiez 6 mois de plus parce que la mairie elle vient de me mettre des pistes complémentaires, des trucs, je pensais faire une DP, en fait ça va être un PA, machin, tout ce genre de choses qu'on a tous rencontrés au moins une fois. Là, si vous avez des vendeurs qui sont des casse-couilles, ils vont vous dire ah mais non, gna gna gna, et ça va rentrer en procédure et ça va être des tensions et ça va être du bazar et ça va être des prises de tête. Parfois, ça va être des frais parce qu'il va falloir commencer à engager un peu l'avocat qui prépare des courriers, des choses comme ça. Et ça, à mes yeux, c'est une opération qui est un peu ratée. Enfin, c'est-à-dire une opération où vous finissez sur une opération où vous finissez sur les rotules, en fait, parce que tout le monde vous a usé jusqu'à la corde. C'est pas forcément une opération qu'on peut qualifier de réussie. Donc attention à ces points-là, les vendeurs et bien sûr les acquéreurs. Et les acquéreurs, ça fonctionne exactement de la même manière que les vendeurs, hein. S'ils sont motivés, sympas et tout, ça se passera toujours bien et ils comprendront qu'il y a des délais. Et inversement, si c'est des cons, ils comprendront rien du tout. Et le prochain point que je vais aborder, il n'est pas forcément évident et les gens n'y pensent vraiment pas souvent. Ça, c'est vraiment un point auquel les gens ne pensent pas souvent. Mais avant de le développer, j'ai un service à vous demander. Je voudrais vous demander votre aide pour développer ce podcast et m'aider à le référencer au niveau des plateformes. Donc, si vous pouviez aller sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast,
Et lui mettre une petite note 5 étoiles, ça nous aidera énormément à le référencer. Je vous en remercie par avance, les lolos, et je passe comme promis au prochain point. Le prochain point qui peut faire la différence entre une opération réussie et une opération ratée, ce sont les notaires en présence. Vraiment, qui est le notaire des vendeurs, qui est le notaire des acquéreurs et qui est votre notaire? Et ça aussi, j'ai des exemples à la pelle. Je vous raconte même pas. On a alors souvent les notaires vendeurs, c'est un peu les notaires de famille qui étaient là, depuis les grands-parents, qui ont suivi la succession, les trucs comme ça. Et il est assez fréquent que ce soit des notaires qui ne fassent que très rarement de l'immobilier. C'est-à-dire, c'est par exemple plutôt des notaires qui font du droit de la famille. Et donc ça, c'est déjà un paramètre. Le problème, c'est que parfois, ils manquent de connaissances techniques, donc tout simplement, ils y connaissent que dalle. Et en plus, le problème, c'est qu'ils ont ils ont un peu voilà, ils ont l'enseigne, hein, ils ont le prestige quelque part l'aura du notaire. Donc ils ont bien sûr, ils ont l'oreille de leurs clients. Et souvent, ils ne se privent pas de ramener leurs fraises à tout bout de champ, même quand ça n'est pas sollicité et même quand ils se plantent complètement. Le problème, c'est que s'ils se plantent complètement par manque de connaissances techniques combiné à un ego surdimensionné dû à leur statut de notaire, leurs clients, c'est-à-dire vos vendeurs ou vos acquéreurs, ne vont pas forcément vous écouter, vous, bien que vous soyez parfois beaucoup plus qualifié et beaucoup plus au courant du dossier. Et ils vont plutôt écouter leur notaire qui dit n'importe quoi. Alors, bien sûr, ça n'est pas le cas systématiquement. Il y a plein de notaires qui sont très bons, qui connaissent les dossiers, qui renseignent bien leurs clients. Et heureusement que c'est une majorité, mais les cas de figure dont je vous parle qui sont problématiques, ils existent. Vous allez les rencontrer nécessairement. Et donc, avoir des notaires qui soient un peu au courant des dossiers, qui sachent un petit peu de quoi ils parlent, c'est vraiment important. Et puis, là aussi, ce sont des humains, hein, rappelez-vous toujours, hein, ce n'est pas juste voilà, des créatures mythologiques qu'on appelle notaires, ce sont tout simplement des humains qui ont fait des études pour ça. Et parfois, tout simplement, c'est des cons, en fait, hein, et ça, vous pouvez rien y faire. Il y a des cons boulangers, il y a des cons électriciens, il y a des cons marchands de biens, hein, Dieu bénisse, il y en a plein. Et puis, il y a des cons notaires aussi. Donc, il y a des notaires qui sont cons, puis il y en a qui sont très cons aussi. Et donc, quand vous tombez en face de quelqu'un comme ça, ben, c'est vraiment compliqué de faire avancer le dossier. Et je vous le dis, bon, après, quand vous avez un peu d'expérience sur votre secteur, vous commencez à connaître un peu les notaires qui peuvent être problématiques. Il m'est arrivé de refuser de sortir des dossiers parce que le notaire en face, je l'avais déjà rencontré auparavant, je savais que ça allait être un calvaire. Donc là, il y a plein de solutions qui existent. Vous pouvez négocier, vous pouvez ne passer qu'avec votre notaire, c'est tout à fait légal. Vous pouvez demander à vos clients d'aller prendre un autre notaire. Enfin, tout se fait. En tout cas, faites très 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 attention aux notaires en présence. Ensuite, donc ça, c'est un point vraiment capital dans la réussite d'une opération. En tout cas, dans le fait qu'elle se passe de manière apaisée et efficace. Un autre point qui est critique, c'est la sélection des partenaires avec lesquels vous allez bosser. Alors, quand on dit les partenaires, souvent là où les gens se focalisent un peu sur la sélection, c'est les artisans qui vont, en tout cas les gens qui ont un côté un peu plus technique, qui vont exécuter l'opération. Et il est vrai que les artisans sont vraiment des partenaires absolument critiques, hein, et capitaux dans l'exécution d'une opération de marchand de biens, mais, mais pas que. Tous les partenaires en fait avec lesquels vous allez bosser sont extrêmement importants dans la mesure où vous, en tant que marchand de biens, vous êtes surtout, et c'est vrai en tant qu'investisseur locatif aussi du reste, vous êtes surtout un genre de chef d'orchestre, vous êtes le maître d'œuvre quelque part un petit peu de l'opération, vous êtes le chef de projet. En fait, être marchand, c'est globalement être chef de projet. Et en fait, la qualité de l'exécution, elle dépend non seulement de votre capacité à bien gérer le projet, mais elle dépend aussi des personnes qui vont exécuter, en définitive, le travail. Et là-dessus, donc, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnages clés qu'il faut bien sélectionner. J'ai parlé du notaire il y a un instant. Il est évident que vous, en tant que marchand, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la qualité de votre notaire. Il faut que vous ayez véritablement un notaire qui soit calé dans les opérations de marchand, qui s'y connaisse en immobilier, qui soit bon, qui ait l'habitude de faire des dossiers de marchand. Sinon, il va vous renseigner n'importe comment, il va paniquer, enfin, ça va pas le faire. Et ça aussi, j'ai malheureusement beaucoup d'exemples à citer de personnes qu'on a formées, qui ont travaillé avec des notaires qui étaient pas habitués, et ça a posé beaucoup de problèmes. Ensuite, il y a le géomètre.
Le géomètre, c'est un partenaire qui va vous accompagner sur énormément de dossiers. Sur de la, par exemple, de la mise en copropriété, sur de la subdivision de lots bâtis, mais aussi sur de la division de terrain à bâtir, sur de la rédaction de déclarations préalables ou de permis d'aménager. Les géomètres peuvent aussi en général faire des permis de construire, ce genre de choses. Et en réalité, ce genre de demande, vous allez en avoir de manière quasi systématique sur les opérations de marchand de biens. Et avoir un bon géomètre, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et je vais vous donner d'ailleurs dans la foulée plusieurs critères pour pouvoir sélectionner vos partenaires. Donc le notaire, ensuite le géomètre et enfin bien sûr les artisans. Alors il y en a d'autres, vous savez quoi, je vais vous en donner un bonus, il y a aussi le partenaire financier. Alors ça malheureusement le partenaire financier on ne le choisit pas toujours, parfois on est un petit peu obligé de prendre ce qui vient parce que déjà quand, je sais pas, quand on se lance ou autre, quand on est un peu coincé, on prend la solution de financement qui vient. Mais par expérience, tous les financeurs ne se valent pas en termes de réactivité, en termes de qualité, etc. Donc, avoir un financeur de confiance qui soit pas trop cher, qui soit réactif et tout, c'est c'est vraiment essentiel. Et donc, quels sont les critères de sélection de ces partenaires dont je viens de vous parler? Alors il y en a beaucoup qui me posent la question, qui me demandent: «Ah, est-ce que l'avocat aussi, est-ce qu'il faut que je trouve un avocat quand je me lance?» Pas forcément, l'avocat, en fait, vous allez plutôt le prendre quand vous allez commencer à être un peu dans la merde, donc je vous souhaite que ça vous arrive le plus tard possible. Ah oui, et l'autre, il y a un partenaire aussi qui est pas négligeable, c'est l'expert comptable. Parce que là aussi, on a vu des personnes qui sont allées chez des experts comptables qui n'avaient pas l'habitude de faire des comptabilités de marchands de biens et ça a été un sacré carnage. Donc n'hésitez pas, là aussi, à choisir un partenaire expert comptable qui soit spécialisé, qui a l'habitude de faire ce genre d'opération. Et puis, pourquoi pas, on en recevra dans le podcast si vous avez si jamais ça vous tente. Et si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors, il y a plusieurs critères pour la sélection de ces partenaires. Un des critères les plus importants, c'est la réactivité. Souvent, il y a des rebondissements, il y a des imprévus, il y a des urgences sur les dossiers de marchands. Et en fait, si votre partenaire, le partenaire dont on parle, qu'il soit notaire, géomètre, expert comptable, artisan ou autre, il n'est pas réactif, c'est l'enfer. En fait, il y a plein de partenaires qui collaborent ou qui gravitent autour d'une opération de marchand. Et si vous vous retrouvez avec une majorité de collaborateurs qui sont pas réactifs, qui sont lents, qu'il faut relancer sans arrêt, ça va être votre activité, ça va être un calvaire. Vous allez vous retrouver sans arrêt à courir après des gens qui vous répondent pas ou qui vous répondent beaucoup trop tard. Et en fait, souvent, vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc, la réactivité, bien sûr, c'est un critère essentiel. Deuxième critère, c'est le professionnalisme. Je vous l'ai dit, le notaire, il faut qu'il soit spécialisé dans les activités de marchand de biens ou au moins qu'il s'y connaisse. L'expert comptable aussi. Il faut que vos artisans, ce ne soient pas des truffes que vous avez sortis de je ne sais où. Voilà, il faut que ce soit des gars qui savent bosser, quoi, en fait. Travaillez avec des bons. Travaillez pas avec des brels parce que si vous vous entourez de brels, vous allez aussi être une brêle et vos opérations, elles vont ressembler à des opérations faites par des brels. Et ça va pas aller très loin. Donc de grâce, faites du travail de qualité parce que nous autres marchands avons déjà une réputation suffisamment mauvaise. Donc faites, s'il vous plaît, si vous vous lancez là-dedans, faites du travail de qualité. Et pour faire du travail de qualité, il n'y a pas de secret, il faut s'entourer de personnes de qualité qui ont une conscience professionnelle élevée. Ensuite, il y a le sujet du prix. Parce que c'est vrai que, notamment sur le sujet des artisans, tous les devis et toutes les factures ne se valent pas. Et ça peut aller du simple au double, véritablement. Moi, je vous déconseille de vous baser uniquement sur des critères de prix, de n'aller sélectionner que parce que ce sont les mieux positionnés ou les moins chers. C'est pas du tout une bonne idée. Parce que souvent, les moins chers, alors c'est pas toujours vrai, mais souvent les moins chers sont aussi les moins bons. Donc méfiez-vous là-dessus. Il y a quand même souvent une corrélation entre un certain niveau de prix et un certain niveau de qualité. Ça ne veut pas forcément dire que les plus chers sont les meilleurs, ça aussi. Il y a parfois des gens qui sont positionnés quelque part au milieu, voire dans la moitié la plus basse, la tranche la plus basse des tarifs, qui sont très bons. Donc là aussi, c'est un calcul à faire. Mais n'allez certainement pas sélectionner les partenaires uniquement sur des critères de prix. Et aussi, enfin, ça c'est un critère auquel les gens ne pensent pas toujours, c'est le sujet de
la chimie ou la bonne entente personnelle. En fait, ces personnes-là, ces interlocuteurs, notamment le notaire, vous allez les fréquenter énormément. Vous allez beaucoup, beaucoup les rencontrer et et vous allez beaucoup discuter avec eux, vous allez faire des conversations, des déjeuners, des trucs, des machins. En fait, c'est des personnes que vous pouvez pas blairer, ça va être très désagréable et on est tous là pour, faire du bon travail, entreprendre et avoir une vie sympa, une vie qui nous plaise et un quotidien qui soit plutôt agréable. Et donc, bah, il est plus simple d'avoir de réussir à atteindre cet objectif avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien, hein, tout simplement. Donc plutôt, aller sélectionner aussi des partenaires avec lesquels vous vous entendez bien. Ce qui me fait penser à un autre partenaire clé dont j'ai oublié de parler, qui est l'agent immobilier. Alors l'agent IMO, c'est bien sûr un partenaire essentiel du marchand puisque c'est lui qui, dans la majorité des cas, va vous trouver et vous sourcer des opérations et des dossiers potentiels. Donc il n'y a pas besoin d'en connaître 50. Il faut en connaître quelques-uns, encore une fois, là, qui soient pros, qui soient réactifs et avec lesquels vous vous entendiez bien. Ça répond aux mêmes critères que les autres professionnels. Un autre critère qui est très important pour pouvoir réaliser une opération de marchand de biens qui soit réussie, c'est votre tendance ou absence de tendance à bien suivre les aspects opérationnels de votre dossier. Et là, je veux vous confesser quelque chose, hein. Souvent c'est quelque chose que je répète beaucoup. L'entreprise, elle est à l'image de l'entrepreneur. Les qualités et les défauts que vous amenez sur la table, en tant que personne, vont se retranscrire, vont se traduire en fait dans la réalité de votre entreprise. Et là, en ce qui me concerne, je sais que le suivi opérationnel, c'est quelque chose qui, de manière générale, me gonfle. Moi, j'aime bien créer des trucs, lancer des choses, lancer des idées, mais après, quand il faut suivre la bonne exécution, et en fait, par exemple, suivre le travail de quelqu'un, l'accompagner sur sa tâche ou vérifier que le travail soit bien fait, c'est quelque chose qui vraiment me coûte et par conséquent, je fais mal, ça me gonfle. Et en fait, souvent, les gens, je les laisse un peu faire. Je me dis, bon, bah, ok, l'artisan, je lui ai fait confiance, donc ça va, quoi. C'est son job, il va le faire et il va le faire correctement. Non, non, non. Et c'est pas que je manque de mauvaises expériences, hein. Des mauvaises expériences comme ça, j'en ai à la pelle, parce que j'ai pas fait un suivi assez rapproché de l'exécution du travail. Pour autant, c'est un défaut qui est inné chez moi, donc il est forcément très dur à corriger. Mais j'essaie aujourd'hui de me forcer à aller suivre l'opérationnel de manière un peu plus soutenue. Et c'est vrai pour tout. C'est-à-dire, c'est pas juste le maçon ou le plaquiste. C'est vrai aussi pour le comptable qui est un humain et qui se trompe. C'est vrai aussi pour le notaire qui est un humain et qui se trompe. Et pour tous les humains, en fait, avec lesquels vous allez collaborer, qui sont faillibles, en fait, par essence, qui vont, même s'ils sont super bons, bah, ils peuvent être dans un mauvais jour, ils peuvent faire tout simplement une erreur, une faute d'inattention. Et en fait, si vous, l'opérateur, le patron de l'entreprise, vous n'êtes pas là pour vérifier le job et vous n'êtes pas là pour bien vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur, potentiellement personne ne le fera à votre place. Et là, il y a certaines erreurs qui peuvent se rattraper si elles sont constatées assez rapidement, certaines erreurs qui sont beaucoup plus coûteuses à rattraper, et il y a des erreurs qui, si vous les constatez beaucoup trop tard, ne sont pas rattrapables et qui vraiment vous mettent dans des situations très délicates. Par conséquent, essayez de vous mettre en place, surtout si, comme moi, vous n'êtes pas forcément archi passionné par le suivi opérationnel du travail un peu technique. Essayez de vous mettre en place des routines et des disciplines de vérification qui vont un petit peu vous contraindre et qui vont vous permettre de faire en sorte, en fait, que l'exécution soit bonne. Parce que vous pouvez trouver la meilleure opération qui soit, si jamais vous l'exécutez de manière bancale, il se peut que ça finisse par ne plus être rentable du tout ou que ça vous mette dans la merde parce que vous allez avoir, je sais pas, des malfaçons ou des trucs comme ça. Donc il faut faire attention à ce point-là. Et le dernier point dont je voudrais vous parler, qui peut vraiment faire la différence entre une opération qui sera réussie et une opération qui soit ratée, c'est la bonne commercialisation du bien. Et là, j'aborde dans des aspects de cœur du métier de marchand, qui est un métier de commerce. Nous autres, les marchands de biens, nous faisons du commerce de biens immobiliers. C'est ça notre activité. On achète des biens, on les transforme ou on les transforme pas, et on les revend pour dégager un bénéfice. Et ça, c'est un métier de commerçant.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas faire du marchand avec une SCI ou un truc comme ça, c'est parce qu'il faut qu'on soit enregistré au RCS, il faut que notre activité elle soit déclarée au RCS. Et donc, quand le stade de la commercialisation arrive quelque part, c'est un peu le cœur de votre activité que vous devez réaliser. Vous devez là vous transformer en mode vendeur et vous devez tout faire pour que le bien que vous avez créé, que vous avez mis sur le marché, trouve preneur le plus rapidement possible. Et donc la bonne commercialisation, elle dépend de pas mal de facteurs. Déjà, qui va commercialiser? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est un agent immobilier? C'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est est-ce qu'il vaut mieux vendre par soi-même ou vendre par le biais d'un agent immobilier? Il n'y a pas de bonne réponse universelle à ça. À mon sens, c'est plutôt le job d'un agent immobilier. Vous pouvez essayer une fois ou deux de vendre par vous-même. Je pense que voilà, l'expérience globalement vous dissuadera de recommencer et que vous comprendrez pourquoi les agents immo prennent 4 ou 5 points sur la vente, hein. C'est vraiment, vraiment très chiant comme truc. Mais vous pouvez essayer hein, par vous-même, pourquoi pas. Ça peut être une expérience intéressante et formatrice. Mais même si vous le déléguez donc à un agent immobilier, il ne faut pas oublier que voilà, c'est une forme de sous-traitance. En fait, c'est un travail que vous devez faire, commercialiser un bien et le vendre, et vous décidez tout simplement de le sous-traiter à un tiers, en l'occurrence un agent immobilier. Ça ne vous dispense pas de vérifier que ce sous-traitant réalise bien son travail. Et là, il y a énormément de choses. Déjà, il va falloir vérifier la qualité de l'annonce. Et là, les amis, la qualité de l'annonce, il suffit d'ouvrir le bon coin pour voir que la plupart des annonces sont vraiment pas terribles. Les photos sont faites de traviole, elles sont pas chouettes, elles sont pas vendeuses. Le texte est mal rédigé, il manque des informations, il y a des fautes d'orthographe. Enfin bref, c'est un carnage. Et ce sont aujourd'hui des erreurs qui sont pas pardonnables, quoi, en fait, hein. Mmh. Et si une annonce cumule tous ces problèmes-là, ça renvoie d'emblée quelque chose de très négatif à un acquéreur potentiel. Il faut s'imaginer, c'est comme la vitrine, en fait, d'un magasin. Si votre vitrine, elle est dégueulasse et elle est mal ordonnée, tout est mal rangé et on comprend pas ce qui se passe, et il y a 2 prix différents, sur le même produit, l'acheteur, il va se dire: «C'est quoi cette boutique, de débiles? Je me casse». C'est la même chose pour un bien qui est commercialisé par un agent immobilier. Donc vous, votre job, c'est déjà d'aller vérifier que l'annonce, elle soit bien rédigée. Une fois que l'annonce, elle est bien rédigée, vous devez mettre en place une routine de suivi avec l'agent IMO. C'est-à-dire pas juste lui donner les clés et disparaître. Ça, encore une fois, je confesse à visage découvert, c'est une des choses que j'ai tendance à faire, c'est je donne les clés et je dis: «OK, appelle-moi quand c'est fini». C'est pas comme ça que ça marche. En fait, vous devez toujours avoir un petit peu les doigts sur le pouls de cette opération et voir où est-ce qu'elle en est. C'est-à-dire, est-ce que voilà, tout va bien, le rythme cardiaque est soutenu et on est sur la bonne piste, ou alors est-ce qu'elle est en train de clamser, est-ce qu'elle est en train de vous claquer entre les pattes, et là, il faut faire des opérations de sauvetage d'urgence, de réanimation. Et ça, en fait, il n'y a que l'agent immobilier qui va pouvoir vous le dire, parce que c'est lui, au final, qui est au contact des gens. C'est lui qui voit s'il a des appels, s'il voit qu'il a des visites, et lors des visites, c'est lui qui voit un petit peu les retours des personnes qui viennent visiter. Et par conséquent, il faut que l'agent immobilier vous fasse des retours réguliers pour que vous puissiez ajuster la stratégie. Parce que si vous naviguez à l'aveuglette, si vous n'avez pas assez d'informations ou pas d'informations du tout, vous êtes en incapacité de prendre des décisions. Si, je sais pas, vous avez pas, ça fait 2 mois que c'est en vente, vous n'avez pas d'offre, mais vous n'êtes pas au courant du nombre de visites, du nombre d'appels, du nombre de visites, potentiellement des objections que les acquéreurs, que les clients ont formulées lorsqu'ils sont venus visiter le bien. Donc vous naviguez à vue, quoi. Vous naviguez, dans le brouillard. Donc il faut que l'agent immobilier vous fasse remonter les informations de manière très régulière, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, de façon à ce que vous puissiez prendre vos dispositions. Et il faut que vous mettiez aussi à cette disposition le plus de documents possible. Les agents immobiliers n'ont pas pour tendance d'être les gens les plus structurés du monde. Encore une fois, je fais des généralités, hein. Dans ce podcast, je vous préviens, il va y avoir des généralités dans tous les sens. Donc ne soyez pas vexés si jamais vous vous sentez visé. Ce sont des généralités très grossières et vous, et vous en faites certainement pas partie. Mais ce sont des généralités constatées et validées par la plupart des gens qui bossent avec les agents IMO. Ils ne sont pas toujours très structurés. Et donc, ils vont pas forcément penser à aller récupérer toutes les pièces qu'il faut. Ils vont pas forcément vous dire: «Ah bah tiens, ce serait bien que j'ai 2-3 petits visuels, ou que j'ai les plans, ou que j'ai ceci, ou que j'ai cela». Donc c'est, au final, vous qui allez structurer un dossier de commercialisation et qui allez le transmettre au moins en grande partie
à l'agent immobilier pour qu'il puisse faire son travail. Vous devez valider en fait que l'agent IMO, il ait tous les moyens nécessaires à une commercialisation réussie. Et souvent, ce sont des choses que vous seul pouvez et devez aller récupérer. Donc, faites votre job et ne vous dites pas, c'est bon, je lui ai confié, il est censé le faire, donc il va le faire. Parce que vous allez au-devant de grandes déceptions. Ça, c'était le dernier point, la bonne commercialisation. C'est le money time, en fait. C'est le moment où vous allez vendre et en fait, où tout se concrétise. Donc, c'est vraiment un moment qu'il ne faut pas négliger. Donc, les amis, comme je vous l'ai dit, c'est du début à la fin de l'opération. Il n'y a pas un point qui fait qu'une opération est réussie ou qu'une opération est ratée. En fait, il faut être vigilant en amont de l'opération, pendant l'opération et même après l'opération, comme on aura peut-être l'occasion de le voir dans d'autres épisodes. Donc véritablement, faites des études de faisabilité qui soient sérieuses. Si vous ne savez pas comment faire, nous on a des programmes de formation à la MDB Academy dans lesquels on vous apprendra comment faire des études de faisabilité. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à prendre le temps de la négociation. La négociation, parfois, ça peut prendre des mois avant que ça n'aboutisse, parfois même des années. Nous, on a eu des opérations qu'on a sorties des années après avoir fait la première visite. Il faut être patient. Il faut savoir bien anticiper les délais, parce que les délais sont toujours plus longs que ce que vous pensiez. Il faut que vous fassiez attention aux vendeurs et aux acquéreurs, parce que là, ça peut transformer une opération intéressante en un cauchemar. Soyez bien vigilants aussi sur les notaires. Comme je vous l'ai expliqué, non seulement votre propre notaire à vous, mais aussi les notaires vendeurs et les notaires acquéreurs. Soyez bien organisés au niveau des différentes étapes. Faites une bonne coordination entre les étapes et les sous-traitants, enfin les différents partenaires qui vont intervenir. Veillez à les sélectionner sagement, à prendre des personnes qui soient compétentes et qui vont exécuter un travail de qualité. Et même si vous prenez des personnes compétentes, comme je vous l'ai expliqué, cela ne vous exonère pas de vérifier de manière régulière le travail qu'ils vont réaliser. J'espère que ce tout premier épisode du podcast 100% Marchand de Biens vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous mettre ça en commentaire, à payer un like en nous mettant un petit 5 étoiles. Et surtout, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire les sujets dont vous aimeriez qu'on parle. Et si vous avez trouvé ce sujet instructif, que vous connaissez d'autres marchands, d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs dans l'immobilier qui pourraient bénéficier de ce contenu, n'hésitez pas à le leur partager. Et je vous dis à la prochaine.